Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ah, les SUV. Trois lettres dont personne ne connaît vraiment la signification qui divisent actuellement les Parisiens depuis que la mairie a voté via référendum un pour ou contre la multiplication par 3 du prix du stationnement pour ces autos devenues indésirables dans la capitale. Bien que la question posée porte exclusivement sur le tarif du stationnement, il est difficile de ne pas y voir un pour ou contre les SUV dans Paris. Une question qui aura au moins eu le mérite de mettre un sérieux coup de projecteur sur cette catégorie de véhicules à la géométrie variable qui, c'est indéniable, plaît aux Français et aux Européens, tant année après année leur vente augmente et cela depuis une vingtaine d'années. Mais si ce sujet soulève beaucoup de questions et d'interrogations, il est aussi rempli de contradictions. Qu'est-ce qu'un SUV? Pourquoi plaît-il autant? Quels sont les critères utilisés par la mairie de Paris? Les Tesla sont-elles concernées? Où se garer si on vient à Paris pour ne pas payer 3 fois le prix? Quel est le motif affiché par la mairie pour mettre en place cette mesure? Et n'y aurait-il pas une raison cachée? En tout cas, j'en vois une. Parlons-en dans cette vidéo. La première fois où j'ai entendu parler de SUV, ça devait être il y a une trentaine d'années avec le début de la mode des 4x4 urbains, en particulier le Toyota RAV4. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Suivi quelques années plus tard par des 4x4 premium comme le Mercedes Classe M ou le BMW X5. Surfant sur un imaginaire de liberté, ce lointain cousin des vrais tout-terrains devait nous aider à survivre dans la jungle urbaine, escalader les trottoirs avec classe et confort. SUV signifie Sport Utility Vehicle, qu'on peut traduire en véhicule utilitaire de sport ou véhicule tout-terrain de loisirs. À la base, ça désigne des grosses autos puissantes, hautes sur roues à 4 roues motrices disposant d'une solide capacité de traction. Le compagnon idéal pour aller camper, transporter un jet ski ou tout autre engin récréatif. Aux États-Unis, il peut prendre la forme d'un pick-up, mais souvent ça désigne ce type de gros et haut véhicule avec lequel on irait volontiers sur des chemins, mais à qui on ne ferait pas affronter des dunes, et de toute manière, il ne quittera que rarement le bitume. Les automobilistes européens ont vite adopté ce format pour plusieurs raisons. Position de conduite plus haute, le fait de dominer la route apporte un sentiment de sécurité. Le fait de voir au-dessus des berlines permet de mieux anticiper les conditions de circulation. Position de conduite plus droite, on est plus assis qu'allongé, on monte dans la voiture au lieu de descendre, c'est mieux pour les personnes souffrant de problèmes de dos, et l'âge moyen d'un acheteur de véhicules neufs est souvent assez élevé. C'est plus pratique pour installer un enfant à l'arrière dans un siège auto, on a moins à se baisser et on a plus de place. On a souvent un grand coffre à haillons pratique pour une famille. Ça permet de s'aventurer en dehors des routes sur des sentiers, ce qui peut être utile à la campagne ou en vacances. Ça, c'est pour les aspects plus rationnels et pratiques. Ensuite, il y a l'imaginaire autour de ces véhicules, le style, l'image et le statut que ça renvoie. Les constructeurs ont eux aussi sauté sur ce format car ils y ont vu une réponse à leurs problèmes et c'est très bien expliqué dans cette vidéo du journal Le Monde. Il y a 30 ans, les voitures étaient plus petites et moins lourdes. Mais en 30 ans, des normes sont apparues, que ce soit pour la sécurité ou contre la pollution. Elles ont été imposées aux constructeurs. Ça a participé à augmenter le poids mais aussi le tarif des véhicules. Et les clients, quand la voiture coûte plus cher, ils en veulent plus pour leur argent. Les constructeurs ont donc ajouté des équipements et du confort pour répondre à ces attentes et justifier cette hausse de prix, alourdissant aussi les véhicules. Le poids du véhicule entrant dans la formule de calcul des émissions maximum de CO2 autorisées, avoir un véhicule plus lourd leur a aussi permis de faire moins d'efforts sur la baisse des émissions carbone de leur auto. Et la mode des SUV leur a permis de vendre plus cher un SUV que la berline dont il est issu. Voilà en gros un résumé, peut-être imparfait, des raisons du succès de ces autos qui dans un contexte écologique vont à l'encontre des objectifs de réduction de CO2 des transports. Car plus lourde et moins aérodynamique, le SUV consomme plus que la berline dont il est issu. N'hésitez pas à me compléter en commentaire. Revenons-en maintenant à la guerre anti-SUV déclarée par la mairie de Paris. Cette mesure est pleine de contradictions. Ils voient les SUV comme une abomination en ville pour plusieurs raisons. Ce ne sont pas des voitures écologiques, elles consomment plus que les berlines, sont plus lourdes, émettent plus de polluants. Là-dessus, on est d'accord. Le SUV pollue plus que la berline équivalente. Autre argument, la sécurité des usagers de la route. Les conséquences d'un accident pour les piétons et les cyclistes seraient plus graves avec un SUV qu'avec un véhicule classique. En France, il n'y a pas de statistiques à ce sujet,
Mais chez nos voisins européens, les études le montrent. En raison du poids plus élevé et du centre de gravité plus haut du pare-choc, les conséquences d'un accident avec un SUV pour un usager vulnérable sont plus graves. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Sur son site, l'organisme de crash test et de notation Euro NCAP publie ses résultats. La petite citadine Aura 4 obtient une note de protection piéton de 74%, alors que le gros SUV à la calandre imposante obtient 79%. Pour rester dans la même marque, la Skoda Fabia, petite voiture familiale, obtient 70% et le gros SUV Enyaq 71%. Donc dans l'ensemble, on peut quand même comprendre leur phobie du SUV pour ces raisons d'efficience et de sécurité routière. Sauf qu'en fait, leur mesure ne se base pas sur le type de carrosserie, elle se base uniquement sur le poids du véhicule. 1,6 tonnes pour les véhicules thermiques et hybrides et 2 tonnes pour les véhicules électriques. Au-dessus de ces seuils, le stationnement en voirie dans Paris coûtera jusqu'à 3 fois plus cher, jusqu'à 225 € les 6 heures dans certains arrondissements. Cette taxe au poids pose problème car elle brouille le message. Avec ces seuils, elle pénalise des autos qui ne sont pas des SUV, et en particulier les voitures hybrides rechargeables, qui, quand elles sont bien utilisées, c'est-à-dire quand leurs utilisateurs prennent le soin de recharger leur batterie, peuvent rouler en ville en mode 100% électrique, zéro émission. Une Golf GTE par exemple, avec ses 1624 kg, sera concernée, alors que pour un gros break Opel Omega 6 cylindres diesel avec ses 1590 kg ne sera pas inquiété. C'est quand même assez contradictoire. Propriétaire de modèle Y, le SUV crossover de Tesla, ne soyez pas inquiet. Aucune de ces versions ne dépasse les 2 tonnes. Le modèle X, lui, par contre, est concerné, et la grande berline Model S aussi. Le critère d'éligibilité est très mal choisi. Le parfait exemple de contradiction est le nouveau Peugeot i3008. Véhicule 100% électrique, fabriqué en Europe qui bénéficie du bonus écologique grâce à son EcoScore, mais qui avec ses 2 tonnes 100 entre dans les véhicules bannis du stationnement de Paris, alors que son équivalent diesel, émetteur de polluants et de particules fines, n'est pas concerné. Sur l'aspect purement écologique, les véhicules 100% électriques auraient dû ne pas être concernés, car quel que soit leur poids, leur bilan carbone sera toujours meilleur que leur équivalent thermique. D'ailleurs, à Paris, les véhicules électriques bénéficient de 6 heures par jour de stationnement gratuit. J'avais fait la demande pour ma première Model 3, il faudrait que je le refasse pour la nouvelle. Que devient ce stationnement gratuit suite au référendum pour les VE de plus de 2 tonnes? Eh bien, je ne sais pas. En même temps, si c'est gratuit, 0 € x 3, ça fait toujours 0 €. Dans ce cadre écologique, le critère d'éligibilité aurait pu tout simplement être la vignette critère. Pénaliser les plus polluants, les dissuader de rouler en ville en les empêchant de stationner à un tarif correct. Un vieux diesel critère 3 ou 4 émet sans doute plus de grammes de CO2 qu'un SUV critère 1, surtout si celui-ci est doté d'une hybridation, et que celle-ci est correctement utilisée. Pourquoi réinventer des règles quand il existe déjà un dispositif national de classement des véhicules? Si c'est plutôt pour la partie sécurité des piétons, alors il aurait fallu se concentrer sur la carrosserie et non le poids, afin de ne pas pénaliser la Golf GTE par exemple. Sur nos cartes grises, il y a bien une case dédiée à ça, la case J2. Mais parmi les valeurs possibles, il n'y a pas clairement le SUV. Est-il dans AF, véhicule à usage multiple, ou dans AB, véhicule à ion? Le modèle Y, par exemple, est dans AF. Mais il n'y a peut-être pas que des SUV dans cette catégorie. La pollution et le risque d'accident sont liés à la circulation du véhicule, à sa phase d'utilisation. Pourquoi alors s'en prendre à lui quand il n'est pas utilisé, pendant sa phase de stationnement? Ça inciterait presque à le remettre sur la route, alors qu'une fois stationné, il n'émet pas de polluants et ne cause pas d'accident. En Belgique ou en Italie, dans certaines grandes métropoles, il y a des zones de faible émission, où les véhicules les plus polluants, s'ils veulent y entrer, doivent payer un droit d'entrée. Là, c'est bien l'utilisation qui est sanctionnée. Il y a sûrement eu beaucoup de débats sur le sujet, j'écoute pas la radio ni la télé, je vais vous partager ma réflexion sur le sujet, peut-être que d'autres y ont déjà pensé. Et si la motivation derrière cette mesure était tout autre, qu'elle n'était ni écologique, ni la sécurité routière. La ville de Paris a été pas mal remaniée ces dernières années. Mise en place de voies de bus pour favoriser les transports en commun, création de pistes cyclables pour la mobilité douce, plantation d'arbres pour reverdir certaines rues. Tout cela a sans doute été en partie fait au détriment du nombre de places de stationnement. Moins de places de stationnement, c'est moins de revenus pour la ville. Si on ajoute à ça la taille des voitures qui augmente d'année en année, ça fait encore moins de revenus. Prenez 11 mètres de stationnement linéaire. On peut y mettre 2 classes S ou 3 Fiat 500. Dans cette configuration optimiste, on obtient 50% de revenus en plus. Est-ce que la mairie de Paris ne serait pas partie du principe qu'une voiture lourde est grande? On a vu que c'était pas tout à fait vrai.
qu'une voiture lourde coûte cher. C'est souvent vrai. Afin d'aller chercher de l'argent là où ils pensent qu'il y en a, dans les poches des propriétaires de grosses voitures chères, donc lourdes. Une façon de récupérer le manque à gagner sur le stationnement quand les places sont occupées par des grandes autos plutôt que par des petites. Compte tenu du ciblage fait et des contradictions relevées plus tôt, la question mérite d'être posée. Si ce texte venait à passer, quelle solution pour se garer dans Paris sans subir ces frais exorbitants si on a un véhicule concerné? Ce texte concerne le stationnement en voirie, il ne concerne pas les parkings privés. C'est donc là qu'il faut se réfugier. Quand je vais en région parisienne, j'ai pris l'habitude d'utiliser le site Zenpark. Ils ont des places dans des parkings partenaires un peu partout dans Paris, mais aussi ailleurs en France, pour un tarif souvent très attractif. Ce que j'apprécie, c'est de ne pas avoir à chercher de place une fois arrivé à destination, car on réserve son stationnement en ligne à l'avance depuis le site web ou l'application mobile. Si finalement on reste plus longtemps que prévu, on peut prolonger sa réservation. Et je trouve que la voiture est plus en sécurité en parking que dans l'espace public. De mon côté, je n'ai jamais eu de problème. Je vous avais présenté leur service dans une vidéo il y a environ 2 ans et je l'utilise aussi parfois à Lille. Je vous mets le lien en description et si vous voulez tester le service, vous aurez 5 € de remise sur votre premier stationnement avec ce code. Mon sentiment sur ce sujet, c'est qu'il n'est pas clair. La forme n'est pas cohérente avec le fond, il y avait d'autres façons de traiter le sujet. Et quand c'est pas clair, on se dit que ça cache quelque chose. Pour le bien-être des citadins, il est urgent de réduire les émissions du parc automobile. Avec un passage massif au 100% électrique, il faudra sans doute le rendre plus accessible avec des véhicules électriques moins chers et donc sans doute plus petits. C'était ma réflexion sur le sujet en toute humilité et sans parti pris politique. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Retrouvez d'autres bons plans sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!